Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoine. Je vous souhaite donc la bienvenue aux Rencontres des savoir-faire qui, j'espère, va apporter de la couleur dans vos vies, puisqu'en ce moment ça manque un petit peu, la grisaille qui dure depuis un certain nombre de temps. Une couleur de vie, une couleur particulière, puisque c'est la couleur à haute température. Alors, petit aparté, c'est vrai que quand je programme les rencontres, c'est parfois au doigt mouillé. J'ai dit, je vais mettre des gens ensemble et je ne sais pas du tout ce que ça va donner en espérant et en faisant l'intuition que ça va marcher. Et je suis sûr que ce soir ça va marcher parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, on a des spécialistes du verre, on a des spécialistes de la céramique, mais il n'y a pas toujours, ou peut-être pas assez, de parallèles ou de passages. Stéphane me dira, Stanislas, je commence bien. Stanislas nous dira justement les passages, en tout cas il y a des pratiques, et ce qui me semblait intéressant sur l'interrogation de la couleur, c'est comment cette couleur réagissait à la problématique de la haute température sur des matériaux différents. Donc ce soir, deux entités qui vont parler, l'entité céramique et l'entité verre, avec à ma droite, et je commence par elle, Atika Chemi, qui travaille donc à Sèvres et qui est titulaire d'un doctorat en chimie des matériaux et a travaillé sur l'élaboration et la caractérisation des divers matériaux, notamment les silices mésoporeuses, les argiles, les céramiques et autres. Et elle a travaillé avant au C2RMF, ce qui lui donne une certaine assise théorique sur la question des couleurs. Donc je la laisse intervenir et donc nous ferons une petite pause, puis on renverra les questions à la fin des interventions. Voilà. Bonsoir à tous, merci Marc pour... Je vais essayer. Bonsoir à tous, merci Marc pour cette introduction. Merci en tout cas de m'avoir invité à participer aux rencontres des savoir-faire organisées au Mobilier National. Donc c'est un plaisir d'être présente aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous sur le thème de la couleur et plus particulièrement la couleur céramique. L'un des premiers ateliers à la manufacture de Sèvres est le laboratoire où la couleur est omniprésente, voire même une obsession. C'est le laboratoire de Sèvres où la couleur va naître, tout simplement. Depuis sa création, la manufacture de Sèvres a su se démarquer des manufactures européennes par ses objets en porcelaine d'une qualité inégalée, mais également de ses couleurs symboliques et bien distinctives. Alors, avant de parler de la couleur céramique, pour moi, il est essentiel qu'on fasse un point sur la couleur, en tout cas de clarifier la notion de couleur et d'expliciter tout simplement cette notion de couleur. Alors, comment on peut définir la couleur? Donc, si on considère l'étymologie du mot couleur, il vient du latin color, qui veut tout simplement dire couvrir ou cacher. Donc, une couleur appliquée sur un objet va tout simplement couvrir, cacher, en quelque sorte. Alors, si on s'intéresse juste à l'étymologie, ça a l'air d'être assez simple, mais parler de la couleur n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que la couleur est une entité qui n'existe pas en tant que telle, tout simplement. On a tous une perception assez différente de la couleur. On va tout simplement dire que la couleur est une sensation physiologique et c'est tout simplement une construction de notre cerveau. Donc, on pourrait la définir telle que étant une interaction tout simplement avec la lumière, les yeux et le cerveau. Alors, comment on perçoit la couleur? Tout simplement par les yeux. Les yeux, donc, une image est formée par la cornée et elle est projetée au fond de l'œil sur la rétine. Et la rétine, elle contient des cellules nerveuses, donc on appelle des photorécepteurs. Et donc, au fond sur la rétine, sont tapissés des bâtonnets qui sont sensibles à l'intensité lumineuse, mais aussi des cônes qui sont sensibles à 3 couleurs, le rouge, le bleu et le vert. Et les informations lumineuses, elles sont transmises, donc elles sont envoyées au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Donc on va dire que la perception de la couleur par l'œil, elle est basée sur le principe de trichomie. En quoi ça consiste? C'est tout simplement par le biais des 3 cônes, le rouge, le vert et le bleu. Par le biais de ces 3 couleurs, l'œil est en capacité de percevoir l'ensemble des couleurs qui l'entourent. Donc, comme je disais, la couleur, c'est une interaction avec la lumière, les yeux et le cerveau. Donc, si on devait définir la lumière, si on devait s'intéresser à la lumière, plus particulièrement la lumière blanche ou la lumière du visible, la lumière, c'est tout simplement une onde électromagnétique, donc qui correspond à la propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Elle peut se propager dans le vide, mais également dans la matière.
L'œil humain, lui, il a la capacité de percevoir des radiations à certaines longueurs d'onde qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc dans cette gamme de longueurs d'onde, il peut percevoir l'ensemble des couleurs qui l'entourent. Quand on prend une lumière et qu'on la fait traverser un prisme, on constate que la lumière est tout simplement décomposée. Elle est décomposée et on observe tout simplement l'ensemble des couleurs qui constituent l'arc-en-ciel. Donc des couleurs qui vont du violet jusqu'au rouge. Et pour chaque couleur, on va avoir une longueur d'onde. Donc tout simplement, grâce à la lumière, la couleur apparaît. Donc on peut dire tout simplement que la lumière fait donc apparaître en fait cette couleur. Quand on parle donc fait apparaître la couleur, on peut tout simplement aussi dire que sans lumière, il n'y a pas de couleur. Quand vous éteignez la lumière, on n'observe rien. Donc la lumière est nécessaire tout simplement pour observer cette couleur. Donc quand on parle de la couleur, il y a 3 éléments qui interviennent. Donc à la fois la source lumineuse, ça c'est important. Comme je l'ai dit, sans lumière, il n'y a pas de couleur. Ensuite, il y a l'objet qui va être éclairé. Et enfin, l'observateur. Donc ces 3 éléments vont avoir une influence sur la couleur. Donc on peut tout simplement se permettre de dire que la couleur, c'est tout simplement le fruit d'une interaction entre la lumière et la matière. Alors, excusez-moi. La couleur céramique, donc, elle est mise au point au laboratoire à la manufacture de Sèvres. Et elle est mise au point donc, au laboratoire de la manufacture de Sèvres. Encore aujourd'hui, plusieurs milliers de couleurs, plusieurs tonalités de couleurs en tout cas, sont développées et sont mis au service de la création artistique. De nouvelles couleurs peuvent être développées à la demande des artistes en résidence. Pour créer cette couleur, donc la céramique, en fait, pour apporter la couleur à la céramique, elle peut être apportée à plusieurs niveaux, soit au niveau de la pâte, soit au niveau de l'émail. Et elle est apportée par l'emploi de colorants ou de pigments qui sont composés d'oxydes métalliques, donc qui contiennent des métaux de transition qui vont apporter de la couleur. Par exemple, on prend le cobalt qui va apporter du bleu, le cuivre qui va apporter des tonalités de vert ou de bleu, le fer où on peut avoir des couleurs jaunes, orangées, rouges par exemple. Et ces oxydes sont importants principalement pour la céramique parce qu'ils peuvent résister à des hautes températures qui va correspondre tout simplement à la cuisson de la pâte. Donc la cuisson de la pâte, elle peut atteindre jusqu'à 1300 degrés, d'où l'importance d'avoir des oxydes métalliques pour pouvoir justement réaliser des couleurs céramiques. Alors, le colorant tel quel, il ne peut pas être employé sur le support, en tout cas en céramique. Pourquoi ? Il faut qu'il adhère, il faut qu'il soit fixé sur le support en céramique. Donc il a besoin d'une matière fusible, d'une matrice vitrifiée qui va faire qu'à la cuisson, donc à haute température, tout simplement, il va durcir et il va adhérer à la surface. Donc ça, c'est nécessaire. Alors, comment on produit les colorants à Sèvres ? Alors, au laboratoire, il existe... Enfin, 139 colorants ont été développés à la manufacture de Sèvres. Donc les oxydes métalliques sont mêlés, finement broyés, puis calcinés à haute température. Cette première calcination à haute température, donc qui peut atteindre les 1400 degrés, elle est nécessaire puisqu'elle va permettre déjà d'apporter une première couleur. Ce n'est pas forcément la couleur finale pour l'objet, enfin pour le décor, mais ça va être déjà une première révélation d'une couleur. Ensuite, ce pigment, donc une fois qu'il est réalisé, on va rajouter donc notre matrice vitreuse qui est nécessaire. Et il s'agit tout simplement d'un verre qu'on va réaliser également au laboratoire, donc par des techniques de verrier, où les oxydes vont être fondus, donc à haute température toujours, à 1400 degrés. Et une fois que le verre est suffisamment liquide, on va le sortir, en fait, le creuser des fours et le vider tout simplement et le mettre au contact de l'eau et ça va le solidifier. Donc on va avoir déjà ce verre qui va pouvoir être aussi facilement broyé, finement broyé et mêlé donc au colorant, au pigment pour apporter, en tout cas pour réaliser une première couleur. À la manufacture de Sèvres, il existe différents types de décors. Là, vous avez un peu quelques exemples qui vont dépendre à la fois de la température de cuisson. On a deux types
de cuisson pour les couleurs. Les couleurs dites de grand feu, on va aller au-delà de 1000 degrés, donc on est à peu près à 1300 degrés, en tout cas au maximum, 1360 par exemple pour le bleu de Sèvres, ou dans le cas des peintures, on va aller à des températures plus basses, donc entre 780 degrés, voire 920 degrés environ. Donc là, on est sur des couleurs, des décors, en tout cas dits de petit feu. Et donc les types de décors vont dépendre où est-ce qu'on va apposer justement ce décor sur la céramique. Il est possible de colorer une pâte crue, tout simplement. Il est possible aussi de colorer une pâte qui a déjà été dégourdie, c'est-à-dire qu'une pâte qui a déjà subi une première cuisson à 980 degrés, où on a déjà éliminé une bonne partie de l'eau. On a aussi réduit un petit peu en porosité de la pâte, mais la pâte reste encore poreuse et on peut faire encore adhérer un émail, une couleur par exemple, sur les supports. Donc là, on va aller sur du dégourdi. Soit on va avoir des couvertes colorées, soit des surcouvertes, soit des sous-couvertes. Et les dernières qui sont des couleurs dites de petit feu, ce sont tout simplement des peintures où on va tout simplement poser sur la porcelaine qui est déjà émaillée. Et ensuite, les décors vont être cuits tout simplement à la température adaptée. Donc, pour obtenir la couleur recherchée, comme je disais au départ, on va avoir notre pigment, notre colorant. Ça ne va pas apporter la couleur encore. Il va falloir en tout cas cuire la couleur. Et pour avoir la couleur souhaitée, il est nécessaire de respecter certaines règles, ou en tout cas de tenir compte de certains paramètres. Donc l'un des premiers paramètres, c'est tout simplement le choix de l'oxyde métallique qui va être employé pour la coloration, mais aussi de ses proportions. Le pouvoir couvrant aussi de l'oxyde métallique va avoir une influence sur la couleur. On prend l'oxyde, par exemple, l'oxyde de cobalt, où environ 0,1% d'oxyde de cobalt est nécessaire pour avoir une intensité de bleu assez importante. Et pour d'autres oxydes métalliques dans les mêmes proportions, on va avoir une teinte qui reste encore assez faible. Le flux vitreux, donc le fondant qui est rajouté à la couleur, sa composition chimique va aussi avoir une influence, puisque lors de la cuisson, des phénomènes de dissolution sont possibles et les matières peuvent se mélanger et provoquer des réactions chimiques et affecter la couleur. La finesse aussi du broyage, en tout cas des pigments, est un des paramètres importants. Et enfin, l'un des paramètres essentiels aussi qui va permettre de révéler, d'apporter la couleur finale, il s'agit de la température, mais aussi de l'atmosphère de cuisson. Alors, en parlant des pigments de la manufacture de Sèvres, comme je disais, il y a environ 139 pigments. Alors, une étude a été menée en 2016 par Louisiane Verger, qui a permis d'étudier une très riche diversité de pigments au chrome à la manufacture de Sèvres. Donc, ces pigments au chrome correspondent en fait environ à 50% des pigments qui sont employés à la manufacture de Sèvres et qui sont à base de chrome. Donc la manufacture de Sèvres a su innover tout au long des siècles par tout simplement l'innovation, la découverte en tout cas de nouveaux produits chimiques. Et le chrome est l'un des éléments qui a permis en tout cas d'apporter de nouvelles couleurs qui vont à la fois du vert, du rouge, du rose, voire légèrement jaune. Voilà. Donc là, au cours de cette étude, donc, ces 75 pigments ont pu être classés d'un point de vue physico-chimique en 5 familles et qui vont dépendre en tout cas de leur structure cristalline. Donc, vous savez à peu près maintenant comment on fait les pigments à la manufacture de Sèvres. Et les palettes, en fait, l'idée c'est de vous présenter quelles sont les palettes les plus emblématiques, les plus importantes en tout cas à la manufacture de Sèvres. Le premier est le bleu lapis, donc qui est aussi appelé peau bleue, et c'est l'un des premiers fonds de couleur largement employés au XVIIIe siècle. Et il a été mis au point donc, en 1752, et il est à base d'oxyde de cobalt. Ensuite, le bleu céleste, qui est un bleu turquoise qui a été développé par le chimiste Jean Hello en 1752 et qui s'est inspiré tout simplement des bleus et des verts donc de la manufacture de Sèvres et qui a permis en tout cas d'apporter ces beaux turquoises sur les supports en céramique. Le bleu de Sèvres, enfin, l'un des plus emblématiques en tout cas et qui fait la signature de la manufacture de Sèvres, a été développé donc en 1776 et dont les nuances peuvent varier en tout cas du bleu clair au bleu foncé. Et il reste encore en tout cas l'une des couleurs emblématiques de Sèvres, encore aujourd'hui largement utilisée. On peut le sublimer avec l'or et il reste encore très apprécié en tout cas par les artistes et par les collectionneurs. On regarde aussi le vert de Vincennes qui a été développé aussi par Jean Hello, donc en 1756, à partir d'oxyde de cuivre, qui est aussi l'une des couleurs les plus appréciées et les plus employées en tout cas par les artistes.
Et enfin, une dernière palette, en tout cas développée aussi à la manufacture de Sèvres, qui correspond au rose à l'or, qu'on connaît sous le nom de pourpre de Cassius. Donc les roses, l'un des premiers roses en tout cas a été créé en 1757, qu'on appelle rose Pompadour, qui a été nommé à l'honneur de la grande mécène donc de la manufacture, Madame de Pompadour. Alors les pourpres de Cassius ont cette particularité, c'est qu'on utilise un métal précieux. Il s'agit tout simplement de l'or. Donc l'or est introduit en tout cas dans les couleurs et il est tout simplement dans des tailles de l'ordre du nanomètre qui permet justement d'apporter ces couleurs roses violacées. Donc tout simplement, on va partir d'un lingot d'or qui va être dissous dans l'eau régale. Donc on a une solution donc, on a une solution en tout cas d'or. Cet or est ensuite, enfin, l'or est donc oxydé par l'eau régale et ensuite on a l'or qui est on a l'or qui est réduit avec l'ajout d'oxyde d'étain qui va permettre donc d'apporter tout simplement ce qu'on appelle des colloïdes, donc des particules d'or de fine taille, de particules qui sont de l'ordre du nanomètre et qui vont apporter cette couleur-là. Le fait que l'or soit à des fines tailles de particules, c'est tout simplement que l'interaction avec la lumière n'est plus la même lorsqu'on a le métal classique où on va avoir l'éclat de l'or brillant. Alors qu'à des tailles nanométriques, il va y aller plutôt sur des tendances plutôt violacées, roses, comme ceci. Donc, en résumé, pour conclure, si on veut, la couleur en général, c'est tout simplement l'interaction entre la lumière et la matière. La céramique, la couleur céramique, elle est encore beaucoup plus complexe puisqu'on a à la fois l'interaction lumière et matière, mais on a aussi l'interaction avec le feu qui va justement apporter, en tout cas, sublimer et apporter, rétablir en tout cas une couleur recherchée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va faire une petite pause pour inverser les rôles et on posera les questions à la fin. Merci. On continue cette séance dédiée à la couleur haute température avec 3 interventions autour du vert et notamment autour des expérimentations qui ont été menées au CIRVA à Marseille. Stanislas nous expliquera plus particulièrement ce qu'est le CIRVA. Donc 3 interventions. D'abord Stanislas Collodier, qui est conservateur du patrimoine et qui dirige donc depuis 2019 le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, donc à Marseille, et avec le grand plaisir d'accueillir deux artistes qui ont exposé récemment à la Galerie Créog à Paris. Alors j'espère ne pas trop écorcher leur nom. Brynjar Sigurdarson et Veronica Sedelmaier, ok, j'y suis arrivé, qui sont des artistes qui travaillent sur dans plusieurs disciplines, sur plusieurs supports, et qui ont été exposés cet hiver à la Galerie Créo, mais aussi ont été exposés à la Galerie au lieu Lafayette Anticipation, et dans d'autres lieux, notamment à Arles, à la Fondation Luma, aux ateliers Luma, et dans plein d'autres endroits. Donc ils vont nous expliquer à la fois leur collaboration avec le CIRVA, mais aussi leur pratique plus générale autour de la couleur et des arts verriers. Donc je laisse la parole à Stanislas. Merci beaucoup Marc. Donc tout d'abord je remercie le Mobilier National pour cette invitation, parce que je dis toujours qu'on est le petit frère du Mobilier National au CIRVA. Je vous expliquerai pourquoi. Donc merci à Marc, merci à Valérie Ducot pour l'organisation, et également bien sûr à Hervé Lemoine, président du Mobilier National, avec qui nous avons le plaisir de faire de belles collaborations. Voilà, alors moi je débute, on présente le même projet en fait, parce que c'est le CIRVA, c'est un lieu justement de rencontre entre artistes et artisans, donc on va vous parler de la même chose tous les trois, mais pour débuter, moi je vais peut-être vous présenter un petit peu le CIRVA, parce que si la manufacture de Sèvres ne se présente pas, le CIRVA peut-être se présente, puisque nous n'avons pas été créés au XVIIIe siècle sous Louis XV, mais en 1983 sous le règne de Jack Lang. Voilà, donc forcément... Jack Lang premier. Voilà, Jack Lang le premier. Voilà. Donc je vous ai mis une petite photographie un petit peu de l'acte de naissance du CIRVA.
au musée des arts décoratifs, qui est d'ailleurs représenté ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. Le CIRVA est créé dans un contexte de crise pour l'industrie verrière. Le travail du verre, c'est quelque chose d'important historiquement en France, notamment dans une région qui est l'Est, l'Alsace et la Lorraine, région dans laquelle il y a de nombreuses cristalleries. Vous en connaissez certainement un certain nombre, Dôme, Lalique, Baccarat, Saint-Louis, voilà. Et donc, depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'après-guerre, cette industrie au sens du XIXe siècle, puisque ce sont de grandes halles verrières dans lesquelles travaillent des centaines, voire des milliers d'artisans, connaît une période de relative crise, difficulté économique liée à un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est évidemment la concurrence d'autres matières, comme le plastique. C'est aussi l'évolution des modes de vie, puisque peut-être que la tradition des trousseaux de mariage et de ce moment, un peu ce rite de passage dans la vie, on allait offrir comme ça un ensemble, un service baccarat complet, ce genre d'usage se perd. Il y a également la concurrence internationale avec la mondialisation du marché et voilà une forme de concurrence économique qui fragilise ces manufactures. Et puis aussi, on est au sortir des années 70 avec les chocs pétroliers. Et ça, c'est comme pour la céramique, nous sommes ici pour parler des arts du feu, donc nous sommes évidemment très dépendants des coûts de l'énergie. Donc on fera passer un chapeau à la fin du truc, si vous pouvez. Voilà. Donc du coup, au début des années 80, il y a une exposition qui est une exposition importante au musée des arts décoratifs qui s'appelle New Glass et qui témoigne du renouveau des arts verriers dans des ateliers de petite taille aux États-Unis. C'est lié aussi à l'évolution des conditions techniques de travail avec des fours plus petits, plus mobiles, qui permettent à des artisans d'avoir une production en dehors des grandes manufactures. Ce mouvement s'appelle le Studio Glass et le musée des arts décoratifs présente notamment des représentants de ce mouvement américain, donc suite à une itinérance d'une exposition qui avait débuté en 1979 aux États-Unis, 3 étapes aux États-Unis, le Victoria and Albert Museum de Londres et 82 finalement l'étape française. Et donc le commissariat de l'exposition est assuré par Yvonne Brunhammer avec la collaboration de Jean-Luc Olivier, qui est toujours en poste au musée et qui est l'un des commissaires de l'exposition Henri Cross, sur laquelle je reviendrai. Lors de son discours de vernissage, Jack Lang fait le constat d'un désamour entre l'industrie du verre, florissante du point de vue de la recherche extrêmement technique, et la création artistique en verre. Effectivement, il constate que nous vivons dans la société du verre. Effectivement, ce matériau est ultra présent dans nos vies quotidiennes. C'est vraiment le matériau de l'architecture tout au long du XXe siècle et toujours aujourd'hui au XXIe. Et cela depuis finalement le bâtiment manifeste du Crystal Palace. Enfin, bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que là je vois Brignard qui s'affole, et on avait dit seulement 3h30 pour la conférence. Mais du coup, voilà, l'idée c'est de réconcilier le domaine de la recherche et de la création. Alors, je vous ai mis à côté d'une photographie d'archives qui montre le vernissage de cette exposition, une photographie d'une exposition récente au Musée des Arts Décoratifs qui était un bilan de la création mode, design et graphisme dans les années 80, et il y avait une petite vitrine dédiée au CIRVA. Donc le CIRVA est créé avec une ambition forte qui est de relancer l'industrie du verre en lien avec les artistes. Les créateurs ont été pensés comme finalement des visionnaires qui allaient révolutionner cette matière, et nous allons voir si c'est le cas tout à l'heure, aucune pression. Voilà. Et donc tout cela est permis grâce au soutien de l'État et des collectivités
locale. Donc, je dis souvent que le Cirva est le fruit du mariage entre Jack Lang et Louis XIV. La preuve en image, nous sommes au Mobilier National. C'est important de le souligner. Cela fait partie de l'exception française. Notre pays soutient les métiers d'art, l'artisanat au plus haut niveau depuis au moins Louis XIV Colbert, mais on pourrait aussi remonter à François Ier. Mais en tout cas, il y a cette entreprise colbertiste de la création des manufactures avec un soutien, avec l'argent public, à l'époque de la Couronne, aujourd'hui de la République, qui soutient les artisans, mais qui les soutient dans des conditions de travail particulières qui sont la collaboration avec les artistes. Voilà, donc pour en témoigner, je vous ai mis cette très fameuse tapisserie qui représente Louis XIV et son ministre Colbert en visite au Gobelin, donc ici même en fait. Et puis 1999, la visite de Catherine Trautmann, la ministre de la Culture, en visite au Cirva avec la directrice de l'époque, Françoise Guichon. Voilà. Alors, pour terminer cette rapide présentation sur le Cirva, vous ne connaissez peut-être pas, vous ne connaissez pas, certainement pas cette histoire, pas le Cirva, mais en fait, vous le connaissez quand même un petit peu, dans la mesure où il y a une réalisation majeure à Paris qui a été coordonnée par le Cirva, qui était maître d'œuvre. C'est la station de métro du Palais Royal, réalisée par Jean-Michel Othoniel, le kiosque des Noctambules. Jean-Michel Othoniel est un artiste qui ne travaillait pas avec le verre, qui a découvert le verre au Cirva, puisque l'objectif au Cirva, c'est de travailler avec des artistes non spécialistes qui vont travailler au contact d'artisans, comme à Sèvres. Voilà, donc les perles de ce kiosque ont été prototypées au Cirva et éditées à la Fornace Salviati, qui est sur l'île de Murano, et certaines pièces ont été réalisées au Cirva même. Autre exemple, l'exemple de Pierre Soulages qui a réalisé les vitraux de l'abbaye de Conques, qui n'ont pas été produits au Cirva, mais Pierre Soulages est venu au Cirva pour rencontrer la matière et pour réaliser des expérimentations, pour donner des directives extrêmement précises ensuite aux entreprises qui ont produit les vitraux. Et ça, en ce qui me concerne, c'est un de mes grands souvenirs de ma très très longue carrière, vu l'âge que j'ai. C'est une rencontre avec Pierre Soulages qui m'avait dit « Le Cirva m'a permis de comprendre et d'imaginer ». Et effectivement, c'est vraiment le rôle de ce laboratoire qui est un lieu de prototypage pour essayer des choses nouvelles. Voilà, alors après cette petite présentation de l'institution Cirva, quelques mots sur le verre, pour entrer un petit peu dans la matière et dans la couleur. Donc, le verre, c'est certainement l'un des plus vieux matériaux de synthèse travaillés par l'humanité, puisqu'il est le fruit d'une réaction chimique entre différentes composantes qui vont donc se transformer pour créer cette matière vert. Les différents composants, je les cite tout de suite. Alors, c'est la silice, que l'on trouve notamment dans le sable, qui joue le rôle donc, de vitrifiant porté à très haute température. Ensuite, il y a des fondants qui permettent quand même d'abaisser le niveau de la température, souvent de la soude. Ensuite, il y a des stabilisants, comme par exemple de la chaux, qui vont garantir un petit peu la cohésion du matériau. Et puis enfin, puisqu'on parle de la couleur, des oxydes qui vont apporter la couleur. Donc, on considère que les plus anciennes créations verrières, enfin pour le moment, en tout cas les plus anciennes qui ont été trouvées par les archéologues, remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, ça fait 5000 ans de création avec le verre. Et lien avec les céramistes, on considère souvent que l'apparition du verre comme matière est le fruit d'un accident dans les ateliers des céramistes qui travaillaient sur des émaux. Donc ça, c'est souvent une des choses assez fascinantes qui se passe quand on travaille dans un lieu de création, c'est qu'on se rend compte que les plus grands chefs-d'œuvre, les plus grandes réussites artistiques de l'humanité sont souvent le fruit de malentendus, de quiproquos, d'échecs qui se sont avérés être de grands moments de l'histoire de l'art. Donc là, je vous ai mis un petit collier avec des perles en verre et céramique qui provient des collections du musée du Louvre.
La pâte de verre est donc une technique qui est travaillée bien avant le soufflage, et c'est une technique sur laquelle on va revenir, puisque c'est celle qui a été explorée par Brignard et Veronica. Et cette technique s'est un petit peu perdue, comme ça, au fil des siècles, et c'était l'occasion de mentionner une exposition actuellement au Musée des Arts Décoratifs, et donc je salue Véronique Quérol, qui est la co-commissaire avec Jean-Luc Olivier, une exposition dédiée à Henri Cros, qui était un artiste multitalent, à la fois sculpteur, verrier, mais également peintre. Et ça, c'est intéressant parce que le projet qu'on va vous présenter a beaucoup de liens avec la peinture. Et donc cet artiste, à la fin du 19e siècle, veut justement sortir le verre de cette antiquité et redécouvre cette technique de la pâte de verre qui consiste à concasser différentes poudres colorées et à les faire fusionner, pour le faire très simple. Et ça permet d'avoir un rendu qui s'approche de la peinture. Donc il est le pionnier dans les années 1880. Et ensuite, il y a un vrai renouveau de la pâte de verre, associé notamment au mouvement de l'Art Nouveau, puis de l'Art déco. Donc là, 2 autres pièces des collections du Musée des Arts Décoratifs qui sont signées d'Écorchemont, un artiste très important pour cette histoire. Voilà, donc c'était une petite introduction sur le cirva et la pâte de verre dont nous allons parler à présent. Voilà. Bonjour. We are Studio Brignard and Veronica, and we are from Germany, or Brignard is Icelandic, I'm from Germany, and we live in a small town in the German Alps. It's called Immenstadt. Bonsoir, nous sommes donc l'atelier Veronica et Brignard. Nous sommes donc 2 artistes islandais et puis allemandes. Et nous travaillons dans les Alpes allemandes, près de Munich. Our work ranges from furniture and objects to performances and sculptures. Donc notre pratique artistique comprend bien sûr le mobilier, mais aussi la performance et les objets, ainsi que des sculptures. What brings our work together is maybe our interest in working with different people from different fields and have dialogues for our projects with them. Le fil conducteur de notre pratique, c'est éventuellement la façon dont nous interagissons avec des artisans et comment ces dialogues avec des artisans nourrissent notre pratique artistique. However, this is not the whole story. We also work a lot alone in our studio, the 2 of us. Donc, mais ce n'est pas seulement ces dialogues qui sont le vecteur de notre travail. Nous sommes souvent en atelier, seuls, et nous élaborons des projets ensemble, à 2. So, in 2019, we were invited to start our residency with Silva in Marseille. Donc en 2019, nous avons commencé notre projet de résidence au CIRVA. Since then, we have been coming twice a year for around 1 week, and we worked on 2 projects with the glass specialists there. Donc depuis 2019, nous venons 2 fois par an environ pour un séjour d'1 semaine et nous élaborons des projets avec les artisans qui se trouvent sur site. It was clear for us from the beginning that we wanted to work with color and light in those projects. Ça nous a été évident depuis le début que nous souhaitions travailler et avec la couleur et avec la lumière. For artists and designers, Silva is a bit like a dream because you can go there and you can experiment and do research without any commercial restraints.
Pour des designers, des artistes, aller au CIRVA, c'est véritablement comme un rêve, parce que nous n'avons aucune contrainte commerciale. Nous pouvons y aller pour faire des recherches strictement libres. And this allowed us that we started going into a in-depth research without knowing what would come out of it. So this is very special. Donc c'est ce genre de conditions de travail qui nous permettait justement d'aborder un projet de recherche sans savoir ce qui allait en advenir. Bonjour, je m'appelle Brynjar Sigurðarson. Perfect. Donc, je vais essayer en français, mais je crois que ça peut aller. Donc, ça a commencé avec ça. C'est les essais que je fais avec CIRVA en 2011-2012. Je recevais le prix de design à Villeneuve, à hier. Et avec cette prix, c'est une petite résidence à CIRVA pour faire un vase. Et puis, on avait fait un peu les tests et une vase avec cette pierre de couleur. I will change, I think. At CIRVA, back then, it was kind of a stroke of luck. It was it was not so organized. We mixed together different types of colors in order to create objects. But we realized later on that, that it was very hard to recreate. The colors. Yes. Donc dès notre arrivée au CIRVA, en effet, notre travail était en quelque sorte comme une lutte, parce que nous ne savions pas comment obtenir les couleurs que vous voyez reproduites ici. Donc la question était de comment les obtenir, et c'est ça dont je vais parler. And with this as a starting point in 2019, our dream was basically to create multicolored glass windows. Donc depuis notre première arrivée au CIRVA en 2019, notre rêve était comment réaliser des vitraux colorés. Our vision was to create a new method of making stained glass windows where the colors flow together in one solid piece of glass. Donc notre idée, notre conception, notre souhait était de créer des vitraux où les couleurs se fondaient les unes dans les autres. The most common methods for stained glass windows are made. So the first one is it's made from different glass pieces that are glued together through lead strips, or it's glass that is being painted on top of. Donc les deux techniques principales des vitraux, vous avez d'un côté des bouts, des tessons de verre coloré qui sont ensuite rajoutés ensemble avec du plomb, et puis de l'autre côté, donc sur votre droite, vous avez du verre qui est peint. Et donc ce sont les deux techniques principales employées dans les vitraux traditionnels. And for us, the first challenge was basically to find colors. In Europe, it's very difficult to find colors for pâte de verre. So here we are using the method that Stanislas explained. Pâte de verre, it's not glass blowing, and in order to create correct colors with pâte de verre, you need specific type of glass. Donc toute la question pour nous, c'est comment trouver les couleurs que vous allez voir dans un instant. En fait, en Europe, il est difficile de trouver des couleurs appropriées. Donc nous souhaitions utiliser la technique de la pâte de verre et les premières années, en fait, ont tourné autour de cette question de la couleur en matière de pâte de verre.
That's why we spent the first 2.5 years only making colors that would be compatible for making the windows. Donc les premières années, nous les avons passées à trouver des couleurs pour ensuite les utiliser dans le verre de la pâte de verre. This is how it started. Basically, all our tests were very dark or even black. Donc voici les premières expériences. Vous voyez que toutes les couleurs que nous avions obtenues ont été plutôt sombres, voire noires. But through systematic work with the glass specialist Valérie Oléon at Sirva, we slowly figured out the correct recipes, and that resulted in around 1,000 new glass colors made at Sirva. Donc, à travers de la collaboration systématique avec Valérie Oléon, nous avons trouvé des recettes qui nous ont permis de trouver les couleurs que nous souhaitions. Et puis, finalement, au Sirva, nous avons élaboré environ 1000 couleurs, 1000 nuances différentes de couleurs. And here you see some of the colors that we made at Sirva. Donc voici quelques exemples des couleurs que nous avions obtenues au Sirva. Some of the colors are more translucent, others are more opaque or almost milky. Vous avez des couleurs qui sont plutôt transparentes, vous avez des couleurs qui sont davantage opaques. Some remind you more of stones or minerals, and others feel or look like honey or some sort of magic liquids. Donc parfois le rendu que nous obtenions grâce à ces couleurs, c'est parfois ça évoque de la pierre, des matériaux minéraux. Parfois c'est davantage liquide, ça peut évoquer de l'eau ou même du miel et peut-être même des élixirs magiques. This is how Sirva documents the recipes, which allows us to recreate the colors later on. Donc voici la documentation que nous voyons de chez Sirva avec les recettes différentes utilisées dans l'élaboration des couleurs. Peut-être une petite interlude technique, puisque ça c'est vraiment un moment important du projet, donc je suis brièvement la voix de mes collègues artisans qui ne sont pas là, parce qu'on avait demandé à Mobilier si on pouvait venir à 15, ils n'étaient pas d'accord. Du coup, c'est vraiment la méthodologie très importante qu'on a développée pour ce projet, qui est vraiment une création, une méthode conçue entre les designers et Valérie Oléon, la technicienne. La pâte de verre, je ne l'ai pas dit, donc contrairement au verre soufflé, c'est du verre moulé. Donc ça fonctionne un petit peu comme le bronze à la cire perdue. Voilà, si on veut copier un objet en pâte de verre, on va d'abord prendre son empreinte en plâtre, puis le mouler dans un matériau réfractaire qui résiste à de fortes températures, et on va ensuite couler le verre dedans et casser le moule. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce nuancier de couleurs ? L'enjeu, en fait, pour nous, c'était d'étirer la palette pour avoir démultiplié les possibilités qui sont proposées par les très rares fournisseurs de verres colorés. Et c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est trouver de nouvelles recettes. Alors, on a joué sur deux paramètres qui sont la consistance du verre. Il y avait donc dans ce verre moulé soit du verre sous forme un petit peu de poudre, comme du sucre par exemple, ou bien sous la forme de granulés, donc plus gros, comme des petits graviers. Ça, c'est le premier paramètre. Et puis à chaque fois, on a mélangé le verre coloré que nous avions acquis avec du verre transparent. Et donc on a joué sur les pourcentages. Et donc ensuite, on a pu combiner, par exemple, du verre transparent sous forme de poudre avec X% de verre coloré sous forme de poudre,
ou bien sous forme de granulés. Et c'est ça qui permet d'avoir une variété dans la palette. Donc c'est le document très précieux qui documente, donc je rappelle, c'est 1000 échantillons qui ont été conçus et qui nous permettent aujourd'hui de penser des compositions très subtiles à la manière d'un peintre. So maybe also to add, on the other side, we engraved the recipes. So if we lose the papers, we always have the option to find the recipe. Yeah. Et donc sur le verso, enfin l'autre côté de l'envers du verre, nous avons en fait gravé les recettes. Donc si jamais nous perdons ce document, restez assurés, la recette est sauvegardée. And now, after 2.5 years, we had lots of colors, and our idea was to create windows. That was the original vision. Donc après 2 ans et demi, nous avons en effet obtenu beaucoup de couleurs différentes, et voici donc le travail qu'on a commencé sur les vitraux. So we start mixing the colors together in order to create colored glass windows. Donc nous avons commencé à mélanger les couleurs afin de créer ces vitraux colorés. And here you see how the colors more or less look like before we cook them. Et donc voici les couleurs que nous avant la cuisson dans les fours. We lay the pieces into a kiln, which is cooked for 2 days. Donc nous mettons les couleurs dans un four et la cuisson dure 2 jours. And 2 days later we have this moment of truth where we get the glass. Donc après 2 jours, c'est le moment de vérité parce que nous voyons le verre qui résulte de ce processus. Here, the project is very much focused on how the different colors talk together, because some colors are friends and some are not friends. Donc en fait, le rendu de ce projet est beaucoup axé sur la question de comment les couleurs dialoguent les unes avec les autres. Parfois, nous avons des couleurs qui sont plutôt amies, qui vont plutôt bien ensemble, et puis vous avez des couleurs qui sont plutôt ennemies et qui ne vont pas du tout ensemble. For example, you see here some paddles where the colors are flowing very nicely together. Donc ici, vous avez des motifs où les couleurs, en effet, se fondent de façon assez agréable les unes dans les autres. And here, this gray and yellow piece, that's a certain type of yellow glass reacts in a very strange way to the transparent glass in the gray. Donc ici, par exemple, vous avez l'échantillon avec le verre jaune qui réagit de façon assez étrange avec le gris. The gray is the opaque one, right? Exactly. Voilà, avec le gris qui est opaque. Donc la transparence du jaune avec l'opacité de la partie grise crée un effet assez étrange. So it oxidizes and sometimes it cracks, meaning it's unstable. Donc il y a une oxydation et parfois donc il y a des craquelures qui en résultent, ce qui veut dire que le mélange a été instable. Here we start with small, around 10-15 centimeters large pieces, and we grow them in size the more sure we are about the test. Donc en fait, nous commençons avec des échantillons qui sont assez petits, d'environ 10 à 15 cm, et une fois que il y a une certitude sur la stabilité et sur le mélange, nous agrandissons à fur et à mesure. What is interesting here for us is the way the colors move together. There is something kind of organic when you look at them. So this is a panel that's laying on top of a light table. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est la façon dont les couleurs réagissent ensemble. Ici, vous avez un rendu qui a l'air plutôt organique ou naturel. And it feels in many ways like a frozen moment. Cela ressemble en quelque sorte à un moment figé dans le temps.
The glass starts flowing together in the hot kiln, and then we stop the process when we cool the kiln down again. Le verre coule dans le four et puis nous arrêtons le processus au moment souhaité. Here are images of a scale model. Donc ici, vous avez une maquette de proportion. Some windows remind us of being in the clouds or underwater. Parfois, ces vitraux nous rappellent les nuages ou bien le sentiment d'être sous l'eau. And some make us feel like stepping into a crystal cave. Et parfois, nous avons l'impression que nous rentrons dans une cave de cristal. The interplay with color and light in the windows adds a level of surprise. Donc le jeu entre la lumière, les vitraux et la lumière, enfin et la couleur, crée un élément de surprise. So on the right picture, there is a panel with light projected on top of the panel, and on the left picture, the same panel but with light coming through the panel. Donc ici, vous avez dans les deux images, vous avez à droite la lumière qui est projetée d'en dessous, et donc vous avez le rendu que ça obtient, tandis qu'à gauche, la lumière est projetée à travers le vitrail. Here you can see the same principle, light coming onto it and light coming through. Donc ici, c'est le même principe, c'est la lumière par dessus et puis la lumière à travers. So these are models, they are more or less this big, 40 centimeters, something like that. But our hopes are to find a platform and the means to take the next step in the research and create large-scale pieces that we could then exhibit. Donc ici, il s'agit vous voyez des maquettes ou des modèles. En fait, notre souhait, c'est de pouvoir éventuellement, dans l'avenir, réaliser des vitraux de taille beaucoup plus importante. Because Sirva was really the place to do all this research and to develop and create these methods. Donc le Sirva était vraiment le lieu des expériences et de recherche. Yes. We see these as architectural elements, either as light installations or as windows. Nous voyons ces vitraux vraiment comme des éléments architecturaux ou bien comme des fenêtres. So this is where we are right now, and hopefully with Sirva we will take the next steps. Just to finish, Sirva, like Veronica added, Sirva is somehow a wonderful place for artists where you can really explore and experiment without feeling the pressure, which is of creating something at the end. Donc c'est vraiment exceptionnel le travail que nous menons au Sirva parce que nous pouvons mener des expériences, essayer des choses sans contrainte et sans obligation d'avoir un résultat précis, concret à la fin. And that's really why, over the course of 4 years, we started with a small idea that somehow grew in dialogue with the glass workers at Sirva. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure de notre séjour, enfin notre travail au Sirva, depuis 4 ans déjà, nous avons commencé avec une idée qui a pris de l'ampleur avec le temps. Okay, that's it for the Patover Windows. Do you want to add something, Stanislas? Peut-être un petit mot aussi de conclusion autour de ce projet. Merci déjà pour ces beaux mots, ça me touche. Merci beaucoup. Oui, donc pour revenir aussi sur la couleur, on en a parlé justement avec Sèvres. Les couleurs aussi, c'est beaucoup une question de température de cuisson. Et donc tout l'enjeu dans ce projet, c'est qu'effectivement les couleurs ne cohabitent pas forcément, ne vont pas fusionner aux mêmes températures. Et là, tout l'enjeu, justement, c'est d'essayer de les faire cohabiter dans le four. Et donc, comme vous l'avez compris, notre méthode est complètement empirique.
on essaye et on voit si ça marche ou pas. Mais la spécificité vraiment au CIRVA, c'est justement qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'artiste et l'artisan et qu'il y a un dialogue direct sur place, in situ. Et là, vous voyez le résultat. Donc ça a l'air de l'évidence. Mais ce projet, c'est vraiment le fruit d'échanges continus, précis, entre les designers et la technicienne de pâte de verre pour trouver les gestes corrects aussi, pour trouver les étapes pour que la réalisation de ces plaques de verre puisse advenir. Voilà. Et je voudrais aussi citer une autre personne qui est dans la salle, Giuseppe Cacaval, et qui est artiste, qui parle de la notion de chantier pour expliquer un petit peu ce qui se passe au CIRVA. Quand on parle du chantier, un chantier, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu où se réunissent différents corps de métier. On a beaucoup parlé de chantier autour de Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est que le chantier de Notre-Dame ? Il y a d'ailleurs une très belle exposition au Musée national, non pas au monument historique avec le mobilier, bref, au mobilier national. Donc le chantier des cathédrales, c'était justement tous ces corps de métier, tailleurs de pierre, charpentiers, et puis ensuite aussi des ingénieurs qui faisaient des calculs, qui pensaient à une œuvre d'art totale. Et le CIRVA, c'est aussi une interface entre artistes et artisans, mais pas seulement, parce que ce projet va continuer, on l'espère. C'est aussi l'occasion de le dire ce soir. Maintenant qu'on est arrivé à des compositions stables en couleur, notre rêve, c'est de passer à une échelle plus importante pour réaliser des fenêtres, puisque là, ce que vous voyez, c'est une maquette. Donc elle existe vraiment, hein, c'est une maquette en papier avec une petite figurine, et on a placé notre petite vitre pour rêver un petit peu. Mais on souhaiterait aujourd'hui faire de plus grandes plaques de verre, et on a identifié un producteur en Allemagne qui a les équipements pour, parce qu'en fait, après là, on rentre dans le technico-technique, mais les poudres de verre, en fait, il faut travailler avec des hottes aspirantes, parce que c'est très nocif si on les aspire, donc il faut des équipements. Nous, on n'a pas les équipements pour passer à l'échelle supérieure. Donc nous, on est là aussi, des fois, pour prototyper, simplement. C'était le cas, vous vous souvenez-vous, en introduction, je parlais de Pierre Soulages, qui avait fait des recherches avant de mettre en production à Conques. Et donc là, concrètement, aujourd'hui, on est en recherche de mécènes. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour financer les tests à grande échelle en Allemagne. Voilà. Peut-être que Marc a une idée. Un deuxième chapeau va passer. Voilà, un vrai chapeau. Merci. Il y a un autre projet, le deuxième projet avec verre soufflé. Yes, so now the second project, it was actually the first time we worked with glassblowers. Donc voici, on va aborder désormais le deuxième projet, qui était la première fois que nous avions travaillé avec des souffleurs de verre. And we were immediately fascinated by the process of glass blowing. It is in between an action movie and being in a laboratory of an alchemist. Nous avons été tout de suite fascinés par le processus du soufflage du verre. C'est en quelque sorte au carrefour d'un film d'action et d'un laboratoire d'un alchimiste. Working with these talented craftspeople is a true privilege. Travailler avec ces artisans très doués, c'est véritablement un privilège pour nous. And each week we would come there, they would ask us, so what do you want to do? Et toutes les semaines, nous arrivions donc au CIRVA et on nous demandait qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous souhaitez faire. And yes, we came with ideas and visions, but the true magic happened between us when we had dialogues and conversations about our ideas.
Donc nous sommes bien sûr arrivés avec des idées, des concepts, mais la vraie magie a eu lieu au moment où nous entrions en discussion, en dialogue avec les artisans. And we couldn't, like, then the special thing is that it really only works between us. It's like no one could do it without each other. It's a true dialogue. Donc ce qui était vraiment très intéressant et très spécial, c'est que ce processus, ce travail ne pouvait pas avoir lieu sans l'entraide et sans la participation de l'autre. Donc il s'agissait d'un véritable dialogue entre deux sujets. And that's where the magic happens, when we find something between our work and the crafts people's abilities. Donc c'était ça la question du travail. Le travail a eu lieu lorsqu'il y a eu une rencontre entre nos idées, entre nos concepts, avec nos projets et le savoir-faire des artisans. The starting point for the glassblowing project was my interest in color bathing and color therapy. Donc le point de départ de ce projet du soufflage de verre était deux notions dont le bain de couleur. Donc il s'agit d'un espace où on se baigne donc dans la couleur à des fins thérapeutiques, et aussi la thérapie de couleur. Donc ce sont deux idées, deux notions liées. D'une part le bain de couleur et d'une autre part donc la thérapie de couleur. So we try to create color effects that would give you an immersive experience. Donc nous souhaitions créer des effets de couleur qui produisaient des expériences immersives. So for 2 years we did many tests. We tried out different colors and different techniques to bring more colors together. Pendant 2 ans environ, nous avons fait beaucoup d'expériences, beaucoup de tests. Nous avons essayé différentes couleurs et aussi différentes techniques. And through that time, we came to a technique that is a layering technique where you can fuse two colors into each other. Donc avec le temps, nous sommes arrivés à une technique où on pouvait superposer des couches différentes de couleurs. Il s'agissait donc de différentes couches où les couleurs, grâce à ces techniques, se fondent les unes dans les autres. So basically you have an inner and an outer layer of color that each have a gradient. Donc vous avez à la fois une couche supérieure et puis une couche inférieure, et la rencontre entre ces deux couches produit un dégradé. These colors really also become alive when you add light to it. Some colors completely transform their color. Ces couleurs deviennent véritablement vivantes lorsque vous ajoutez la lumière. La lumière rend et change complètement le rendu des couleurs du verre. So that made us sure that these objects that until then didn't have a function should become lamps. Donc c'était l'intervention de la lumière qui nous a rendu tout cela évident, que ces objets qui préalablement n'avaient pas de fonction définie, il s'agissait d'expériences qui n'avaient pas vraiment de but, puis on a vu qu'il fallait absolument que ces objets deviennent des lampes, des luminaires. So I'm showing you now a making-of video of the Mystic Garden. It's a collection of lamps that we created for Galerie Créo.
Donc maintenant, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle vous allez voir l'élaboration du projet intitulé Le Jardin Mystique. Le Jardin Mystique, donc c'est une collection de lampes réalisée pour la galerie Créo. C'è la per San Bume patrone. Je vais te les montrer après. Here you see the wonderful glass blowers. Donc ici, vous voyez nos merveilleux souffleurs de verre. And now just some last impressions from the exhibition at Galerie Créo. Et voici quelques clichés quelques vues d'exposition de notre exposition à la Galerie Créo. Maybe to mention the scale, so these pieces are around 70 centimeters tall or big, so they are quite big objects. Un peu pour vous donner une idée de l'échelle de ces pièces, environ elles mesurent 70 cm, donc ce sont des pièces assez conséquentes, assez grandes. And here also, once again, the idea of how the light transforms the objects, or the light. Donc ici, vous venez de voir donc à travers l'alternance de ces deux images, comment la manière dont la lumière change complètement le rendu de ce verre. Thank you. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les 4, 5. Et en fait, j'avais raison de vous programmer parce qu'il y a beaucoup d'univers communs, non seulement les oxydes, mais aussi la question de la température et des degrés de température. En tout cas, merci, et ça donne encore plus envie d'aller à Sèvres et d'aller au CIRVA. Merci beaucoup, merci à tous, et je vous souhaite plein de chaleur et plein de couleurs. Bonne soirée, et on se retrouve le 14 mai.